Bonjour à toutes et à tous. Alors, les étudiants de deuxième année ont démarré les écrits de concours, et en particulier cette semaine les épreuves d'écrit-com, la semaine prochaine les épreuves de la BCE. Et donc, pour l'instant, ils ont eu un sujet proposé par Écrit-com sur l'animal, qui est un beau sujet. Qu'est-ce qu'une vie animale? Alors, je fais un petit clin d'œil à Élise qui souhaitait que je m'exprime sur ce sujet. Je vais dire assez rapidement ce que j'en pense, si vous voulez, d'une façon assez impromptue. Donc j'ai pas vraiment préparé, je n'ai pas particulièrement de plan. Et puis dites-vous que de toute façon, et surtout à Écrit-com, hein, on ne vous demande pas de voir tous les aspects d'un sujet, mais on vous demande d'en traiter avec précision, rigueur, intelligence, quelques-uns, ou au moins un. Moi, j'aime bien penser les questions en termes de parcours du combattant, puisque de toute façon, les concours, c'est un peu un parcours du combattant. Et donc là, on a un peu une course d'obstacles avec un sujet comme ça. Qu'est-ce qu'une vie animale? Et le premier obstacle, c'est que, évidemment, cette question n'attend pas une réponse. Donc il faut toujours se souvenir de ces réflexes élémentaires de la réflexion philosophique. On n'attend pas véritablement ici, me semble-t-il, une description en fait de la vie animale, mais on attend un problème, on attend un questionnement. C'est-à-dire, au fond, en quoi l'idée d'une vie animale est problématique. Et là, donc ça c'est, bon, j'espère, pour vous tous, une évidence et un obstacle élémentaire à surmonter. Alors, le deuxième obstacle, c'est que ce qui est donné d'emblée dans une question comme ça, c'est justement pas un problème, hein, c'est plutôt une évidence. Et il me semble qu'il y a une évidence première, c'est que, en réalité, du point de vue étymologique, toute vie est animale. Et du coup, se poser la question de ce qu'est une vie animale est finalement étonnant. Qu'est-ce qu'une vie animale? Au fond, c'est un pléonasme. Voilà. Parce que, en particulier, évidemment, en grec, le premier terme pour désigner l'animal, c'est zoon. Et zoon, ça vient de zoé, qui veut dire la vie. Donc l'animal, c'est précisément celui qui est en vie, c'est celui qui est doué d'une âme principe de vie. Et donc, à ce titre, eh bien, tous les êtres vivants sont des animaux. Alors, pourtant, si on s'appuie sur les textes d'Aristote, en particulier dans sa très longue Histoire des animaux, eh bien, on s'aperçoit qu'Aristote, certes, fait du zoon un animal, et fera d'ailleurs de l'homme un zoon politikon, mais il distingue plusieurs catégories d'abord d'êtres vivants, les dieux, les plantes, les végétaux, les animaux et les hommes. Et puis après, on a chez lui ce continuisme qui fait que la vie n'est qu'une question de, finalement, de degrés, et que dans ces degrés, il peut y avoir des échelons assez confus entre deux règnes, par exemple l'humanité et l'animalité, ou par exemple le monde végétal et le monde animal.
Alors pour surmonter, ce premier obstacle qui est que, bah, la question apparaît quand même troublante puisqu'on aurait plutôt tendance à dire que, toute, vie est, animale et que toute dimension biologique finalement de la vie et en particulier de notre vie à nous les hommes est de nature animale. Nous sommes tous des animaux au sens où nous aurions tous cette dimension biologique de la vie. Eh bien, pour surmonter ce deuxième obstacle, évidemment, il fallait interroger l'article indéfini une vie et lui reconnaître un premier sens, c'est-à-dire comprendre que reconnaître une vie animale, eh bien, c'est reconnaître que toute vie n'est pas animale. Et à partir de là, la question, alors tout ça, ça s'enchaîne logiquement, si vous voulez, et ayez du bon sens, hein, suivez la logique, même si après votre plan, votre progression va se réadapter en fonction de ce que vous voulez démontrer et en fonction aussi finalement de la difficulté ou de la facilité qu'il y a à dépasser un certain nombre d'étapes et à passer à l'étape d'après. Alors, reconnaître que toute vie n'est pas animale, en quel sens peut-on penser que toute vie n'est pas animale? Il me semble que là, on peut l'interroger de deux façons différentes. Premièrement, est-ce que cela signifie que toute vie n'est pas celle d'un animal, mais peut-être celle d'un homme, d'un végétal, d'un dieu? Et donc, à ce moment-là, il s'agit de s'engager dans la compréhension, la détermination et la compréhension des traits spécifiques de la vie animale. Je pense évidemment au texte que Hegel écrit dans la phénoménologie de l'esprit, où justement il va distinguer très nettement, il est un des premiers à distinguer très nettement vie végétale et vie animale, avec toute cette thématique finalement de la motricité, de la motilité qui oblige l'animal à aller chercher sa subsistance, à aller chercher l'objet de son besoin et donc qui le met en relation avec le monde et le différencie en fait du monde. Donc la vie animale ici, elle serait plutôt de nature sensorimotrice, hein, elle se distinguerait justement d'une vie végétale, mais du coup elle se distinguerait aussi d'une vie humaine qui elle irait au-delà d'une simple vie sensorimotrice. Alors donc, qu'est-ce qu'une vie animale? Peut être entendu en ce sens-là. Qu'est-ce qu'une vie? Qu'est-ce que la vie d'un animal par différenciation avec ce qui n'est pas animal? Mais ça peut aussi être entendu en un sens qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant, qui est-ce que cela signifie que la vie, finalement, possède différentes dimensions, dont l'une serait qualifiée d'animal, mais pas les autres. Donc, qu'est-ce qu'une vie animale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une vie a, au fond, d'animal? Bon. Et là, il s'agirait de se demander, excusez-moi, je tourne les pages parce que j'ai pris quelques notes quand même rapidement pour pas complètement me perdre dans mes digressions habituelles. Il s'agirait de se demander donc ce qui caractérise d'abord cette dimension animale de la vie
Et cette dimension animale de la vie, c'est d'abord la dimension biologique. Pour ensuite, deuxièmement, se demander si justement la vie animale n'est que biologique. Si la vie animale n'est que relative à la survie, ou bien si l'on peut aussi reconnaître une dimension animale de la vie qui serait une dimension sociale, affective, psychique, etc., etc. Au fond, est-ce qu'on doit s'en tenir à l'idée qu'une vie animale se résume à une vie biologique, à la dimension physique, matérielle, ou bien est-ce qu'on doit aller vers une autre conception de la vie animale? Alors on voit alors là se profiler un troisième obstacle, c'est que si on reconnaît à l'animal une vie pas seulement matérielle, physique, instinctuelle, mais aussi une vie psychique, alors ne risque-t-on pas de confondre vie animale et vie humaine? Et si on les confond, eh bien, comment alors repérer et condamner? Repérer pour condamner les pratiques d'animalisation des hommes, hein, c'est-à-dire au fond les pratiques qui consistent à réduire la vie humaine à n'être qu'une vie animale. Donc, si vous voulez, l'obstacle ici à franchir consiste précisément à ne pas réduire une vie animale aux animaux. Et je crois que c'était évidemment, un des risques sur ce sujet-là, c'est de comprendre qu'est-ce qu'une vie animale au sens de qu'est-ce que la vie d'un animal, et qu'il fallait bien entendre qu'une vie animale, ça peut être une vie humaine réduite à son état animal, et donc de pouvoir identifier et différencier ce qui relève d'une vie humaine et ce qui relève d'une vie animale. Et au fond, là, on voit se profiler deux enjeux très différents dans ce sujet. Le premier qui est la nécessité finalement de dépasser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur la vie animale, et en particulier à ne pas peut-être réduire cette vie animale à une dimension strictement biologique. Et puis de l'autre côté, l'autre danger à l'extrême, qui serait finalement de respecter tellement l'animal qu'on en viendrait à l'humaniser et qu'on en viendrait donc à ne plus pouvoir différencier ce qu'on pourrait appeler, en réemployant les termes grecs, le bios animal et le bios humain, c'est-à-dire la manière de vivre propre à l'animal et la manière de vivre propre à l'homme. Alors il me semble que pour sortir de cette impasse et pour arriver à finalement aborder ces deux grands enjeux, ces deux grandes exigences, eh bien il importait d'interpréter l'article indéfini une en un autre sens. Et donc de surmonter par là un quatrième obstacle, et ce quatrième obstacle, ce serait de bien faire la différence entre le sujet « qu'est-ce que la vie animale ?» et le sujet « qu'est-ce qu'une vie animale ?» Alors, dans la dimension indéfinie de l'article, si vous voulez, il y a finalement, on va retrouver deux questions assez différentes. La première étant
qu'est-ce qu'une vie animale, c'est-à-dire qu'est-ce que la vie d'un animal singulier, et pas simplement d'une espèce animale ou de l'animalité en général. Et puis, la deuxième question, qu'est-ce qu'une vie animale, deviendrait qu'est-ce qui animalise en fait une vie, et en particulier une vie humaine. La première question, et le fait de prendre véritablement en compte l'article indéfini dans sa différence avec l'article défini, eh bien, oblige à individualiser l'animal. Et ça, c'est l'autre, je dirais, il y a un premier gros bloc dans ce sujet qui est toute la question de qu'est-ce que la vie. Est-ce qu'on va réduire la vie à la zoé, à la dimension biologique, ou bien est-ce qu'on va reconnaître la dimension psychique justement de la vie? Et puis, il y a un deuxième gros bloc, si vous voulez, qui est toute la question qui tourne autour de l'individualisation de l'animal, c'est-à-dire essayer de comprendre cette singularité des vies des animaux. Alors, les causes de l'individualisation de la vie animale, qui fait qu'on peut parler d'une vie d'un animal, eh bien, ce sont d'abord des causes naturelles. Ce sont d'abord des causes biologiques, en particulier si on s'appuie sur les thèses des phénoménologues. Je pense que sur ce sujet-là, évidemment, la phénoménologie était une référence très très importante, autant d'ailleurs celle de Husserl, qui reconnaît cette dimension psychique de la vie animale et cette individualisation des animaux, que celle de Heidegger, qui va plutôt river l'animal à son instinct, que surtout, pour moi la plus importante ici, qui est celle de Merleau-Ponty. Et donc référence à la phénoménologie, en particulier à celle de Merleau-Ponty, qui s'inspire, souvenons-nous, des gestaltistes, qui s'inspire de Kurt Goldstein et de son concept d'individualité organique. Là, on est vraiment dans cette idée que l'individualité est de nature biologique. Et puis, bien sûr, celle de Canguilhem, avec cette idée que la vie est créatrice de normes. Donc, chaque individu, pour ces philosophes et ces savants, ben, finalement, chaque individu a une vie différente, même si un schéma, un style, hein, comme dit Merleau-Ponty, peut définir son espèce dans sa manière de se comporter. Il n'empêche que dans les actions précises, eh bien, chaque animal va s'individualiser. Mais, bien entendu, ces causes de l'individualisation des vies animales peuvent aussi être de nature historique et culturelle, puisqu'au fond, la vie animale est aussi subit ou profite de l'impact humain, donc de ce que les hommes ont en fait et ont pu en faire. Bon. Donc, et il est difficile de penser la dimension purement biologique de la vie animale sans faire intervenir la dimension historique et culturelle de la vie, de cette vie animale, avec par exemple la grande distinction entre les animaux domestiques et les animaux sauvages. Bon. Donc, il y a là un autre enjeu qui est de comprendre que la vie animale n'est pas uniforme, qu'on ne peut pas simplement parler de la vie animale comme d'une généralité, mais que, au fond, chaque animal possède sa vie, chaque animal a sa vie. Alors, quant à la deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une vie animale au sens de qu'est-ce qu'une vie dont la dimension serait réduite
à une forme d'animalité. Qu'est-ce qui animalise la vie, et en particulier, qu'est-ce qui animalise la vie humaine? Eh bien, bon, je ne veux pas rentrer dans cette question qui supposerait beaucoup de temps, mais on voit en tout cas que c'est toujours une certaine représentation de l'animalité, et une représentation classique de l'animalité comme étant la bestialité, comme étant la sauvagerie, etc., qui a permis d'animaliser l'homme au point de trouver des questionnements comme celui de Florence Burga dans ses différents ouvrages, de savoir si précisément la représentation classique de l'animalité comme étant quelque chose qui relèverait de la nature, de l'instinct, de la sauvagerie, etc., n'est pas une fabrication idéologique permettant d'animaliser finalement les hommes, hein, et de recourir dans les pratiques de domination à ces formes d'animalisation des vies humaines. Alors bon, voilà pour moi un peu les grandes perspectives de ce sujet, les grands enjeux, les obstacles aussi, le parcours du combattant qui a été le vôtre sur ce sujet. Au final, il me semble que les grands points de tension sur ce sujet, c'est d'une part la nécessité qu'il y a à distinguer vie humaine et vie animale, et c'est compliqué quand on ne se contente pas de généralités un peu dépassées aujourd'hui, qui consisterait à dire bah, l'animal c'est tout ce qui est biologique, originel en nous, etc. Et puis tout ce qui est de l'ordre du physique, et puis l'humain c'est tout ce qui est de l'ordre du culturel, psychique, spirituel, etc.